On avait tout d'abord vu comment obtenir l'aire sous une courbe par une approximation. Ensuite, on a vu comment obtenir la valeur exacte, mais par une méthode assez difficile quand même, les sommes de Riemann. Le théorème fondamental du calcul, en fait le premier théorème, vous allez voir que c'est vraiment magnifique, ça nous simplifie tellement la vie, c'est fou. Donc, il y a deux théorèmes fondamentaux. Le premier, vraiment le plus important, on va dire le théorème fondamental, du calcul intégral, ou même du calcul différentiel et intégral. Bon, l'énoncé commence par soit f une fonction continue sur un intervalle AB, si grand f est une primitive de petit f, alors, je rappelle que bon, si grand f est une primitive, déjà, on sait que grand f' donne petit f, donc ça peut être vu comme la réponse d'une intégrale définie, une des réponses possibles, une des primitives possibles. Donc, si une primitive existe, en fait, alors on peut dire que l'intégrale définie, donc l'intégrale de a à b de f de x dx égale, on va y aller par la notation, on va l'expliquer par la suite, donc grand f de x, je fais comme si, ce qui est fou, on va déjà, je fais comme si j'avais pas une intégrale définie, mais une intégrale indéfinie. Donc, j'oublie que je suis dans un contexte d'air, puis je fais tout simplement la réponse inverse d'une dérivée. Donc, je cherche une fonction telle que lorsque je la dérive, là, c'est un petit f. On va dire évaluer. Donc, c'est une barre verticale. Quand je mets une grande barre droite comme c'est ici, ça veut dire que l'expression à gauche est évaluée de A jusqu'à B. Puis concrètement, ça veut dire quoi? Ben, je vais faire grand F de ce qui est ici en haut, donc de la borne supérieure, donc grand F de B, moins grand F de la borne inférieure, grand F de A. C'est quand même fou. Si la fonction est au-dessus de l'axe des x, ça représente l'aire sur la courbe, pour une intégrale définie. Ça veut dire, je cherche une intégrale définie. Je fais comme si je n'étais pas du tout dans un contexte d'intégrale définie. Je fais comme si je cherchais la réponse d'une intégrale indéfinie. Je prends une primitive, grand f de x. Je ne vais pas mettre de plus c. Puis, pour avoir mon calcul, ma réponse, mon calcul d'air, si la fonction est au-dessus de l'axe des x, ben, j'évalue ma primitive à la fin de l'intervalle, je l'évalue au début de l'intervalle, puis je soustrais les deux réponses. C'est vraiment magnifique. Je suis sûr que les premiers mathématiciens qui sont arrivés à ce résultat-là ont dû avoir de la difficulté à y croire. Tellement que c'est formidable comme résultat. Puis on va voir un exemple à quel point ça nous simplifie la vie. On vient de faire un exemple de somme de Riemann. On a calculé l'intégrale de 1 à 5 de x2 plus 2x moins 1 dx. On a vu que c'était quand même assez ardu. Et on a eu quand même beaucoup de détails à faire. Le calcul était long pour arriver à 184 tiers à unité carrée. Donc presque 2 pages de calcul. En utilisant le théorème fondamental, on va voir que c'est fou à quel point ça se simplifie. Donc je vais refaire le même exemple que le deuxième exemple de la série des sommes de Riemann. Donc, je vais faire l'intégrale de 1 à 5 de notre fonction qui était x2 plus 2x moins 1 dx. Qu'est-ce que ça nous dit? Le théorème nous dit, ben, intègre ça comme si c'était une intégrale indéfinie. L'intégrale de x2, c'est x3 plus l'intégrale de 2x. Moi, j'aurais 2x2 sur 2. Ou si on se rappelle, ben, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois dériver pour avoir 2x et x2? On peut le faire au long, là. 2 fois x2 sur 2, les deux simplifient, il reste x2, moins l'intégrale de 1 qui est x. Et ça ici, on va dire que c'est évalué. On fait une droite verticale de 1 jusqu'à 5. Puis comment on fait le calcul? Alors, le mieux, c'est de faire des parenthèses pour l'évaluation supérieure, des parenthèses pour l'évaluation inférieure, puis tu soustraies les deux réponses. Donc, je viens ici, puis tout ce que j'ai à faire, c'est
prendre la fonction et remplacer x par 5. Je peux le faire comme ça ici. Puis juste mettre des 5 à la place des x. Oups. Je vais avoir 5 au cube sur 3, plus 5 au carré, moins 5, moins la même chose, mais avec des 1 à la place des x. Donc 1 au cube sur 3, plus 1 au carré, moins 1. Ça va être égal à la première parenthèse, si on fait le calcul, ça donne 185 tiers. Moins la deuxième parenthèse, si on fait le calcul, ça donne 1 tiers. 185 tiers moins 1 tiers. 184 tiers. Et c'est exactement la réponse qu'on avait eue quand on a fait notre somme de Riemann. 184 tiers. OK. Pourquoi je n'écris pas que ce sont des unités carrées? Parce qu'une intégrale indéfinie, ça ne sert pas qu'à faire des calculs d'air. Il y a une petite remarque à faire. Dans un contexte où je demande de calculer l'air, comme ici, tout ce qu'on faisait avant, on disait qu'on cherchait une heure. Donc l'air égal. Si je fais une intégrale définie sans contexte, je ne parle pas d'air, il n'y a aucun contexte à mon problème, je ne fais qu'un calcul. La réponse est un nombre tout court. Donc, c'est pas unité carrée. Pourquoi? On peut faire la remarque avec ça ici. Si j'avais une fonction qui était en partie au-dessus de l'axe des x et en partie au-dessous de l'axe des x, qu'est-ce qui arriverait? Parce que là, depuis le début, tous nos exemples, on avait des fonctions au-dessus de l'axe des x, fait qu'on disait que l'intégrale donnait l'aire sur la courbe. C'est vrai que l'intégrale donne l'aire sur la courbe, mais elle ne donne pas une aire géométrique, elle donne une aire algébrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie d'air qui est au-dessus de l'axe des x est positive, puis la partie d'air qui est au-dessous de l'axe des x est négative. Par exemple, ici, pour cette fonction-là, si je faisais l'intégrale de moins 2 à 1, ben ça donnerait l'air en jaune moins l'air en rose. On peut l'ajouter comme note dans les notes de cours ici, à côté. On peut se faire un petit espace comme ça ici. Se faire une remarque. Donc, dans un cas comme celui-ci, on aurait que donc ici, on aurait que l'intégrale de moins 2 à 1 de notre fonction qu'on ne connaît pas. On va mettre f de x dx. Ce serait égal à la valeur de a1 moins la valeur de a2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une intégrale définie pourrait être négative. Si la partie rose était plus grande que la partie jaune, la réponse serait négative. Ça peut donner 0. Si la partie jaune a la même surface que la partie rose, ça va donner 0. Puis, quand on va vouloir savoir l'aire exacte, la vraie aire géométrique, il va falloir qu'on fasse un ajustement sur nos intégrales, mais ça, on va le voir plus tard dans le cours. OK, bon, on va faire un deuxième exemple de calcul d'intégrale défini à partir du théorème fondamental. Là, ici, je dis, bon, calculer l'aire comprise entre la courbe y égale sin de x et x égale 0 puis x égale pi. Donc là, je vais pouvoir dire que ce sont des unités de carré de réponse. On se lance. OK. Je peux dire que l'aire égale l'intégrale de 0 à pi de ma fonction qui est sinus de x dx. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On oublie qu'on a des bornes. On fait comme si on avait une intégrale indéfinie. C'est quoi l'intégrale de sin? C'est moins cos. Bon, tu peux le voir dans ton lait de mémoire. Ou aussi
je suis en réfléchissant, là. Donc, vu que l'intégrale de cos c'est sin, vu que l'intégrale de cos c'est moins sin, ben, l'intégrale de moins cos va être sin. Moins cos de x. Évaluer. De 0 jusqu'à pi. Je peux le faire sur une ligne parce que c'est pas long. Donc, moins cos de la valeur supérieure, la borne supérieure, moins cos de pi, moins l'évaluation à la borne inférieure, moins cos de 0. Ça donne quoi? Ben, cos de pi, c'est moins 1. Fait que moins 1, ça fait 1. Moins. Cos de 0, c'est 1, donc j'ai moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 2. Unité carrée. C'est un fou qu'une arche de sinusoïde qui a toutes des valeurs irrationnelles, comme ça, en y en hauteur, me donne quand même une surface avec un nombre entier qui est 2. 2 unités carrées. OK. Quelques exercices, page 151, numéro 1. Mais avant qu'on se lance là-dedans, on va regarder le deuxième théorème fondamental qui, pour nous, a moins d'importance. C'est un tout petit théorème. Deuxième théorème fondamental qui dit que soit une fonction continue sur l'intervalle AB, une fonction de la variable t, et une fonction grand G de x qui est l'intégrale de a à x de f de t dt, pour x qui est entre a et b. OK. Donc, j'intègre ma fonction de t, je vais avoir des t, puis quand je vais remplacer, je vais remplacer par du x puis du a, c'est que je vais avoir une fonction de x puis des constantes en a. Mais ça nous dit que si je dérive cette fonction-là, donc la dérivée de l'intégrale, ben, j'obtiens la fonction de départ, mais dans la variable x. Donc, par exemple, c'est très simple, ça veut juste dire que si j'ai à dériver par rapport à x l'intégrale de 3x d'une fonction, je remplace les t par les x. Ça va voir? Je prends la fonction en dedans, puis je remplace les t par des x. Ça va donner tout simplement 2x plus 5 moins cos de x. Puis pour s'en convaincre, c'est pas très compliqué. On a juste à intégrer ça ici, remplacer par la borne d'en haut ou la borne d'en bas à soustraire, dériver le résultat, puis systématiquement on va arriver à ça ici. Évidemment, si je mettais le x en bas puis le 3 en haut, ça changerait le signe de tous les termes. Puis on peut juste s'en convaincre par les propriétés qu'on a vues des intégrales. Donc quand je permute les bornes, ça change le signe de la fonction. Puis on pourrait aussi se demander pourquoi on ne mettait pas de plus c ici. Pourquoi je ne mets pas de plus c? Ben, prenez pas ça en note, mais on va venir le voir avec le théorème. C'est que si j'avais dit ici plus c, ben, ici j'aurais eu un plus c, ici j'aurais eu un plus c. Ça aurait été l'évaluation à la borne supérieure. Ça aurait été l'évaluation à la borne inférieure. Il serait arrivé quoi? J'aurais eu grand F de B moins grand F de A, puis plus C moins C. Et ce serait tout simplement simplifié. Donc on n'a vraiment pas besoin de mettre de constante d'intégration. Il me reste F de B moins F de A.